Mémoire d'éléphant, à la découverte du savoir étudiant sous l'œil d'un pachyderme bienveillant. On a des follow déjà? Yes, yes. C'est qui follow? Il y a déjà des follow. Bonjour à tous, C'est bonjour. ouf. Public nombreux. Qui c'est qui a follow? J'ai pas vu. Attends, est-ce qu'on peut avoir le retour du follow? Je sais pas, il y a Basile Keko, mais Peut-être Basile qui a follow. Merci pour ce magnifique follow. On n'a pas encore les annonces bien mises pour qu'on les voit, mais normalement ça va s'actualiser en bas. Le dernier follower est Fatidix. Je ne sais pas qui c'est et je le remercie. Et un nouveau apparemment au début de stream, c'est cool. Salut Basile dans le chat, c'est cool. Bonjour et bienvenue à tous. Nouvelle émission de Mémoire d'éléphant. On fait au bon gré mal gré comme tout le monde avec les conditions. Donc là aujourd'hui on est tous chez nous. Et on s'est dit aussi avec Tonic et Thierry d'ailleurs qu'on allait essayer de faire une émission par dimanche à partir de ce dimanche. Donc dimanche prochain, il devrait y avoir aussi une émission et dimanche d'après encore une émission. Pour l'instant, on vous annoncera peut-être en fin d'émission les thématiques. Mais voilà, on essaie de se fixer ça. On verra si on arrive à faire une émission par semaine parce que nous, il faut qu'on lise les mémoires, il faut qu'on essaye de trouver des invités, il faut qu'on essaye de... Voilà. Donc, c'est pas forcément facile, mais on verra bien si on arrive à faire ça et à tenir le rythme. En tout cas, c'est le défi. Le défi qu'on s'est lancé, voilà, c'est tout. Le défi qu'on s'est lancé. Alors, petit rappel peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y a du monde? Ouais, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. Mémoire d'éléphant, c'est une émission qui invite un étudiant, enfin en tout cas une personne qui était étudiante à un moment et qui a écrit un mémoire. Un mémoire, c'est quoi? C'est un travail de recherche généralement scientifique qu'on écrit à la fin de son master, donc en bac plus 5. Et l'émission invite aussi normalement un professionnel qui vient discuter du mémoire et discuter du sujet du mémoire, parce que généralement le professionnel travaille dans le, j'arrive jamais à faire cette phrase-là, dans le secteur dont le mémoire parle, exactement. ouais. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Victor. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Et puis évidemment, sur le plateau, il y a toujours Tony. Salut Tony. Salut, et puis du coup, merci à Soso Desbois, qui du coup, c'est elle qui follow. Yes, Soso Desbois. Yes, Soso Desbois, stylé. Merci Soso. Une connaissance proche. Ah, très bien, ok. Donc aujourd'hui, alors le mémoire. Donc aujourd'hui, vous l'aurez vu, on n'est que 3, pas d'invité pro. On n'a pas réussi à avoir d'invité pro. Voilà, c'est notre faute. On aurait pu plus se bouger. Et puis il y a eu 2-3 trucs qui ont fait qu'on n'a pas pu. Bon, c'est pas grave. On est avec toi, Victor, et ça va être, je pense, super cool de t'avoir toi. Alors juste pour introduire peut-être, je vais donner, moi j'aime bien donner l'intitulé du mémoire au début, puis après on va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé. Donc l'intitulé de ton mémoire, c'est exactement reconsidérer le rôle de l'activité physique adaptée à partir du vécu des patients atteints d'un cancer vers un accompagnement biopsychosociologique. Tout un programme, on va essayer d'avancer doucement mais sûrement dessus. Donc on comprend là déjà que tu parles d'accompagnement lors de soins liés à la maladie donc, du cancer. Déjà, peut-être pour commencer, dans quel cadre, Victor, tu as fait ces recherches? C'est-à-dire, là, je te demande cadre, c'est quel cadre universitaire, s'il te plaît? Oui, eh bien c'était dans le cadre de mon master 1 et 2 de STAPS, Parcours Activité Physique Adaptée et Santé. C'est-à-dire que ce mémoire-là vient s'inscrire dans la continuité de celui que j'ai réalisé en master 1 de STAPS. Ok. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un peu ce qu'on fait en STAPS? Parce que je disais en rigolant avant l'émission
qu'on a une image de. Enfin, moi, j'ai une image de STAPS, je ne sais pas du tout ce que vous faites. Je sais qu'il y a du sport, donc j'ai une image de gens qui courent autour d'un terrain. Mais je ne sais pas du tout quels sont les cours, qu'est-ce qu'on fait. Je suppose qu'il y a plein de choses sur la pédagogie, notamment, parce qu'il y a toute une partie de STAPS qui devient prof, enfin, qui peut faire les concours pour être prof de sport, notamment. Voilà, est-ce que tu peux nous préciser un peu qu'est-ce qu'on fait en STAPS, qu'est-ce qu'on y étudie, s'il te plaît? Alors, STAPS, c'est donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, effectivement, l'enjeu global, c'est les activités physiques et sportives, mais non l'image du sportif qui court autour d'un terrain et qui, voilà, c'est tout le temps en jogging. Non, il n'y a pas que ça, en l'occurrence. Certes, comme tu l'as dit, il y a un parcours destiné à ceux qui souhaitent devenir prof de PS. Mais au fur et à mesure là, des années, il y a l'association sport et santé qui prend de plus en plus de place et qui a permis l'inauguration de la filière APAS, activité physique adaptée et santé. Donc c'est-à-dire que lors de la licence 1 et licence 2, on a un tronc commun, à savoir de l'anatomie, un peu de sciences de l'éducation, ça reste très, très global et selon le choix de notre filière en L2, on vient s'orienter sur des spécificités. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de la PAS, on vient chercher plus tout ce qui est physiologie de l'exercice, tout ce qui est psychopathologie, physiopathologie, tout ce qui est accompagnement, etc. En EM, effectivement, il y a plus de pédagogie pour le coup. C'est Ok. éducation et motricité. C'est ça les deux grandes de filières. Et lors du master, on a le choix entre donc poursuivre le master activité physique adaptée et santé, où là on a du coup des recherches plus poussées sur les pathologies, et le master DISC qui était en tout cas au Mans, je parle pour le Mans, hein, ça c'est chaque université ensuite a ses parcours. Il y a également le parcours DISC, master DISC, développement, intégration, sport et culture, qui lui s'intéresse plus, pour le coup il y a plus des aspects sciences humaines et ça pour le coup on aura l'occasion d'en revenir. Carrément, carrément. Ok, donc tout plein d'approches, qu'elles soient scientifiques, je dirais expérimentales, scientifiques plus sciences humaines, dans le STAPS et surtout dans ta filière. Alors nous, on a été un peu étonnés quand on a reçu, et je t'avais posé la question pour préparer l'émission, on a un peu étonné quand on a reçu ton mémoire, parce que d'habitude, on a l'habitude de recevoir des mémoires de, je sais pas moi, 50, 60, 70, 80 pages. Même comme on savait que tu as enchaîné en thèse derrière, on s'attendait à avoir 100 pages. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, on a l'habitude de recevoir des... C'est pour ça que je vous ai envoyé des le bonnes projet de nouvelles. thèse. Oui. Et surprise et bonne nouvelle pour nous, parce que nous, ça nous faisait un peu moins de lecture. Quand on a reçu ton mémoire, il faisait une vingtaine de pages. Alors, c'est pour le coup pas parce que tu n'avais pas grand-chose à écrire, mais plutôt qu'en fait, c'était une contrainte d'écriture pour ton mémoire. Effectivement, c'est-à-dire que dans le cadre de l'APAS, de la filière APAS, on doit faire un mémoire sous forme d'article scientifique. C'est-à-dire avec objectif, méthodologie, résultat, conclusion. Un truc très concis, très concis. Et pour le coup, ça, on en avait parlé. Moi, ça m'avait un petit peu frustré de par mon sujet, de par l'aspect, l'injection de sciences humaines et notamment les entretiens que j'ai réalisés. Ça, j'en avais parlé justement avec mon directeur de mémoire. Et c'est vrai que c'était assez frustrant de devoir se contenter de 6000 mots. C'est 6000 mots la consigne, 6000 mots, alors qu'il me semble que c'était un mémoire qui effectivement aurait pu faire bien plus de pages si j'avais eu la possibilité de le faire. Mais consigne oblige, voilà, fallait que je respecte les consignes. C'est aussi un exercice intéressant voilà, d'écrire de manière concise, de résumer, etc. C'est aussi un exercice intéressant. Et ça ne rend pas ton mémoire moins intéressant, au contraire. C'est vrai que le souci des 15-20 pages, de par le sujet, ça peut être un peu frustrant, et pour moi et pour les personnes qui lisent, en fait. Si je peux me permettre, Thierry, il y a un carré noir sur la tête de Tony. Ouais, là. on essaie de me censurer. Thierry? On essaie de censurer Tony, Thierry. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. La technique qui déconne un petit peu, mais voilà, il va se mettre dedans. Lui aussi, il est pas chaud. C'est dimanche après-midi. Tout le monde est tranquille. Il y a eu plein de follow là depuis le début de Il y a des follow Jean-Michel Troll. Alors, Jean-Michel Troll, j'ai vu aussi qu'il y avait. Je sais plus qui avait follow. Alex Carter, il me semble. Voilà. Alex Carter, Jean-Michel Troll. Merci à vous tous de nous avoir follow. Thierry, monte un peu le son. Est-ce que tu as reçu un petit peu les indications 4 filières en STAPS? On prendra vos questions au fur et à mesure, mais on essaye de suivre et on essaye de. Mais c'est pas facile pour nous.
de suivre les commentaires et tout, on essaie. Ouais. T'as commencé à parler des entretiens, Victor, et ça tombe bien parce que justement, on voulait un peu, avant d'entamer et de rentrer dans le vif du sujet, parler de ta phase de recherche, de ta phase de récupération de matériaux scientifiques, etc. Et donc, notamment, ce que tu présentes au début, c'est que tu as fait un nombre d'entretiens assez important avec des personnes qui étaient donc qui bénéficiaient donc de l'accompagnement. Alors, j'ai oublié évidemment de l'accompagnement physique adapté dans le cadre du soin d'un cancer. Je peux me Est-ce que permettre tu peux d'arrêter, nous Pierre. parler? Ouais, De l'activité physique adaptée qui se dit en fait dans le milieu APA. 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 Ouais, mais on va C'est essayer de le un dire en sigle. entier, non? Ouais, bon après si on le dit Sinon, 10 on va fois dans perdre les l'heure, gens. on peut peut-être adopter On le. essaie, on va essayer d'alterner pour que les gens soient perdus. Merci. Voilà, Donc, ouais. activité physique adaptée. Et donc voilà. Et donc, on voulait te poser des questions, enfin, notamment la question sur les entretiens. Tu as mené beaucoup d'entretiens. Quelles étaient un peu les conditions de ces entretiens et comment ça s'est passé? Surtout que, d'expérience, nous, avec Tony, on sait que mener des entretiens sociologiques semi-directifs, c'est quelque chose qui est difficile. Et là, tu étais à mener des entretiens avec des personnes qui, en plus, étaient dans des périodes difficiles de leur vie, ils sont malades, ils ont plein de choses qui se passent, etc. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ce mémoire-là vient s'inscrire dans la continuité de celui que j'ai fait l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu un total de 27 entretiens en tout, avec les 8 premiers qui ont été réalisés lors de mon stage de M1. C'est-à-dire qu'en M1, j'ai fait un stage, c'était mon stage pratique de prise en charge en APA, et je l'ai fait donc dans une association qui s'appelle la Maison du Patient, qui est reliée à la clinique Victor Hugo du Mans, où là, effectivement, les soins de support, tels que l'activité physique adaptée, sont proposés en accompagnement pour les patients. Donc, c'est-à-dire que les personnes avec qui je me suis entretenu, je les avais en prise en charge le vendredi matin avec moi. Lors de mon stage de M2, j'ai pu le faire en hôpital de jour. C'est-à-dire que cette fois-ci, donc les 19 suivants, j'ai pu les faire avec des personnes qui ne pratiquaient pas d'APA, mais qui étaient en train de recevoir leur traitement. C'est-à-dire que là, on était pour le coup vraiment dans le cœur du service, hôpital de jour en service oncologique. Et en fait, j'étais avec un collègue qui était mon binôme de stage, qui lui, pour le coup, tentait d'instaurer des séances d'activité physique adaptée avec les patients. Donc, généralement, je les recevais juste avant la proposition de l'APA. D'accord. Et donc, du coup, tu discutes avec eux de leur situation. Bon, on détaillera ça après, mais très bien pour savoir un peu les conditions de. C'est important aussi le rapport que tu as vis-à-vis des gens qu'on interviewe quand on fait de la sociologie, c'est aussi important. Et c'est cool de préciser. Vas-y, dis. Si je peux rajouter une précision, c'est vrai que c'était très distinct pour le coup, à savoir que les 8 premiers entretiens que j'ai effectués, je connaissais déjà les personnes. C'est-à-dire que je les voyais en séance, donc j'ai pu les aborder beaucoup plus facilement pour qu'ils puissent venir faire un entretien. Lors de l'hôpital de jour, c'était un petit peu plus compliqué. Je devais avoir une blouse, par exemple, une blouse blanche, et certains patients me prenaient des fois pour un docteur, par exemple. Or, je devais à chaque fois préciser que non, je n'étais pas docteur, j'étais simplement étudiant, que j'étais pas psychologue, et que je venais simplement dans le cadre de mon mémoire pour effectuer un entretien. Et on avait justement disposé dans les salles d'attente un petit prospectus en fait avec mon collègue pour expliquer de manière concise ce qu'on venait faire là. Et c'est par ce biais qu'on a pu avoir une cohorte de patients plus importante. Ok, très bien. Oui, donc vous avez mis en place des stratégies pour vous faire connaître et puis pour pouvoir recruter des personnes pour leur faire passer des entretiens. Ah, ouais, d'accord. C'est ça. Et donc l'oncologue en parlait en fait. Okay. Et des fois, si elle avait l'accord du patient, eh bien, on allait directement voir le patient dans sa chambre, qui était en train de recevoir les traitements, et soit pour le coup, j'effectuais l'entretien directement dans la chambre, ou soit je le faisais venir dans mon bureau. Oncologue, peut-être pour préciser, c'est les personnes qui traitent. Personnes qui traitent de la maladie du cancer. Oui, on dit plus trop cancérologue. On dit plus cancérologue, on dit oncologie. Oui. D'accord. Okay. Ah, oui, effectivement. Non, mais c'est pour préciser à tout le monde. Non, mais moi, je sais que quand j'ai lu oncologue au début, je ne savais pas trop ce que c'était, donc je préfère préciser pour tout le monde. Et du coup, peut-être continuer, vous n'avez pas eu de refus sur ces demandes d'entretien? Alors en fait, c'était un petit peu c'était plus une proposition. C'est-à-dire que ça, pour le coup,
j'avais pas d'obligation de nombre de patients. Je vais pas avoir un nombre fixe de patients. C'est-à-dire qu'on était là de janvier, j'ai commencé en janvier jusqu'au confinement, en fait. Ça a dû couper. Et j'étais donc à l'hôpital présent tous les lundis, mardis, mercredis. Et en fait, à chaque fois que l'oncologue recevait des patients, elle exposait la possibilité, en tout cas, de réaliser un entretien. Ok. Donc certaines personnes, pour le coup, ça ne les intéressait pas du tout. Ouais. Et certaines personnes étaient très intéressées. C'est-à-dire que là, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus précisément après, mais il y a des personnes, même si elles traversent une période justement compliquée, elles sont d'autant plus enclins à venir parler de leur maladie, de leur expérience. Un besoin de parler, etc. Mais que d'ailleurs, que tu évoques et qui permet enfin, on verra plus tard en effet, mais qui permet aussi d'avancer que c'est important aussi d'avoir des lieux et des personnes à qui parler quand on est dans la phase de traitement de la maladie notamment. C'est ça. Est-ce que peut-être, pour que tout le monde soit au clair là-dessus, mais alors juste de manière courte et surtout très concrète, est-ce que tu pourrais nous définir un peu qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée et surtout de manière concrète, donc en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on fait avec le patient, etc. Alors l'activité physique adaptée, c'est, comme son nom l'indique, c'est de faire pratiquer, bouger le patient selon ses capacités. Or, on sait bien que lors de la phase des traitements notamment, qui sont très durs pour le corps, qui viennent mettre en difficulté sur plein d'aspects, l'aspect physiologique, psychologique, d'un point de vue moteur, articulaire, toutes ces conditions en fait viennent réduire les activités des patients. Or, nous, notre job, là je parle pour le cas du cancer parce que c'est mon sujet, mais je travaille également avec des personnes obèses, avec des personnes lombalgiques, des personnes fibromyalgiques, toutes ces personnes en fait qu'on considère comme vulnérables et qu'on doit être en mesure de faire pratiquer malgré tout. Donc les séances d'activité physique adaptée consistent généralement du renforcement musculaire, de l'assouplissement, des étirements, mais on peut proposer également des séances en aquagym, on peut faire de la marche nordique. L'activité physique adaptée regroupe tout un tas de pratiques, mais le mot d'ordre, c'est simplement de bouger, renforcer, étirer les personnes. De toute façon, on passera aussi une vidéo dans la deuxième partie de l'émission qui reparle de ça et qui précise bien ça, mais c'était déjà important, je trouvais, de savoir un peu de quoi on parlait. Tony, tu voulais peut-être rentrer dans le vif du sujet et entamer sur le mémoire, hein. Bah ouais, sur la problématique du mémoire. Donc, le mémoire, il est intéressant parce qu'il commence par un constat qui est assez commun, que toute personne qui est passée par l'hôpital a expérimenté, en fonction évidemment de la gravité des maladies, mais que face aux médecins, parfois, il y a ce sentiment que on n'est pas vraiment une personne à part entière et qu'il n'y a que le malade et avec sa maladie qui est traitée et qui a tendance à effacer la personne qui est derrière et qui traverse l'expérience de la maladie, quoi. Et ça, voilà, c'est entendu. Et ce qui est super intéressant dans ton mémoire, c'est justement qu'en fait, l'APA, c'est une forme de réponse pour parer un petit peu à ça, en fait, pour que les personnes soient prises en charge dans une dimension plus large que simplement la maladie à traiter, en l'occurrence le cancer. Mais en fait, comme je disais, il y a plein d'autres pathologies ou maladies qui peuvent être liées à ça. Et vraiment, le terme très intéressant que j'ai trouvé que tu utilises, c'est celui de drame identitaire. C'est-à-dire que, contrairement à l'idée qu'on se fait que la maladie est une parenthèse dans la vie des malades, comme si, une fois la maladie réglée, il y avait un retour à la normale, comme si de rien n'était. Mais en fait, non, la maladie, elle affecte l'identité même de la personne et ça invite à une reconstruction, en fait. C'est un peu ça, moi, ce que j'ai retenu de ton mémoire. Comment formuler une question ça? Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ce constat que tu as fait à travers tes entretiens, peut-être aussi comment ça ressortait? Parce que là, tu
Alors, il y a des extraits, je peux citer vite fait dans ton mémoire, là. Tu cites des extraits d'entretien où une personne dit on ne peut pas reprocher ça au médecin dans le traitement. Simplement, ils sont dans la partie technique, diagnostic, et cette partie sociale avec le patient, moi, je ne l'ai pas ressenti du tout. On a besoin d'être assuré malgré la maladie. Voilà, tu cites plusieurs personnes. Comment c'est venu dans les entretiens? Qu'est-ce qui est apparu? Comment tu as réussi à repérer aussi ça même Alors, si... ouais, vas-y. Alors ça après, c'est l'utilité de l'entretien semi-directif compréhensif. C'est-à-dire que le contenu des entretiens, comme expliqué, c'est semi-directif. Ça laisse la possibilité aux personnes de parler littéralement de leur vécu et de leur ressenti. Et moi, je viens simplement guider finalement les questions, je viens reformuler selon moi les thèmes que je voulais aborder plus précisément, à savoir la question de l'APA, on en reparlera après, mais des réseaux de sociabilité, la question de l'environnement social, qui est évidemment lié à la question identitaire. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais cette question du drame identitaire, ce drame biographique, effectivement, c'est de plus en plus reconnu de par l'émergence des sciences humaines et sociales. Mais pendant longtemps, la question du cancer, la question de la maladie, c'était réservé aux sciences dures, on peut dire. De l'ordre du quantitatif plutôt que du qualitatif. Et donc, on parle d'approche biomédicale, justement, et on remarque au fur et à mesure des entretiens que j'ai pu mener qu'elle était de plus en plus éloignée, finalement, de la subjectivité du patient. C'est-à-dire qu'on cherche beaucoup à objectiver la maladie, la question de la maladie, mais la question du patient, son ressenti, son vécu, elle est peu ou pas abordée par les médecins. Alors, c'est pas un reproche vis-à-vis des médecins, c'est simplement que le système ne permet pas aux oncologues de prendre le temps avec chaque patient d'aborder ces questions-là. La question des troubles par rapport à la fatigue, par exemple, dans les effets secondaires, la question des troubles de l'intimité entre le couple, la question de la sexualité également, toutes ces questions-là ne sont pas abordées. Or, elles font partie intégrante finalement de leur parcours, de leur expérience de la maladie. Et les soins de support oncologiques, notamment l'APA, sont là justement pour venir pallier ce manque en abordant les questions psychologiques et sociales. Pour résumer un peu et de manière un peu plus simplifiée, en fait, c'est que les médecins sont là pour traiter la maladie et pour traiter le corps directement, et ils ne traitent pas du tout l'individu en tant que personne, en tant que qui a des relations sociales, etc. Ils ne te traitent pas toi, ils traitent ton corps, en fait. Et il y a une espèce de différenciation entre ton corps malade et ton être, toi, qui vit cette maladie et qui vit tout plein de chamboulements sociaux dans les relations qu'on a avec ses proches, dans les relations qu'on a de travail, etc., que tu détailles bien et qu'on va pouvoir approfondir. Et ouais, c'était super intéressant de mettre en les deux plans, de mettre ces deux plans en contradiction, en fait, de dire, voilà, il y a le physique et il y a ce qui se passe aussi dans ta tête et comment tu le vis, cette maladie. Et donc, c'est là où, en effet, le traitement, en tout cas, l'APA, peut venir combler certains manques de la médecine, disons, expérimentale. Vas-y, Tony. Du coup, tu peux tout en restant anonyme, hein, parce que c'était quand même des questions personnelles, tu as un exemple concret de personne, justement, qui a vécu cette forme de drame identitaire et qui s'est reconstruite à travers l'APA à nous donner, là? Bien sûr, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui... alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Là, il va falloir que je refasse une deuxième écoute des entretiens, une deuxième analyse là, dans le cadre de ma thèse. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui expliquent que leur vie a changé de par la question du cancer. Lorsqu'on annonce un cancer, la vie bascule. C'est pour ça la question d'une mise entre parenthèses qu'on pourrait simplement isoler de notre parcours de vie. Hop, bon, ok, je vis un cancer, mais je peux le mettre entre parenthèses. Non, ça marche pas. Ça implique une reconstruction qui est d'autant plus accentuée selon la question du corps, comme tu dis, parce qu'il y a une sorte de réification en fait du corps du patient. Il y a une sorte de dualisme qui se réinstalle. Ce corps qui est utilisé, mutilé par la médecine, et auquel la personnalité, l'identité de la personne doit devenir retrouver une forme de cohérence. Il y a un travail de mise en cohérence de l'identité des patients pour venir justement
conserver ou retrouver un équilibre identitaire. Alors, on nous signifie dans le chat à plusieurs reprises que Tony, on t'entend pas très bien, on t'entend moins fort que nous Eh apparemment. ben, je vais monter mon niveau. Moi, j'ai la main. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, bah Ouais, monte ton ouais, niveau et on ça va. verra un petit peu. Ouais, ouais. N'hésite J'espère pas à que c'est monter mieux. en tout cas. Ok, cool, merci beaucoup. Ah, bonjour Thierry, c'est Thierry qui intervient en direct sur le live. Salut Bon. Thierry. Ouais, carrément, trop cool. Donc, alors ça fait partie du job donc d'enseignant d'activité physique adaptée. C'est ça notre job. Ça vient compléter les kinés et ostéos, bien qu'on ne soit pas encore reconnu en tant que professionnel de santé. Mais donc la première question, c'était si c'était possible sur personnes handicap moteur. Oui, bien sûr, c'est tout public considéré comme vulnérable. Personnes amputées, les personnes qui ont un AVC, les personnes sclérose en plaques, toutes les pathologies en fait qui viennent réduire l'autonomie de la personne sont en mesure d'être prises en charge par les enseignants d'activité physique adaptée. Donc la lombalgie, pour revenir, c'est tout ce qui est douleur lombaire. On parle de lombalgie chronique quand ça s'installe dans le temps, les lombalgies chroniques. Et fibromyalgie, donc là, c'est lorsque la douleur n'est pas forcément localisée, mais il y a une douleur là aussi qui est chronique chez ces personnes. On parle de fibromyalgie. Okay. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que on se fait, parce qu'en fait ça fait déjà 25 minutes qu'on papote. Ouais. Est-ce qu'on fait une petite, pause? Alors On a fait une sélection musicale très épicée. J'espère que vous allez l'apprécier. Cette première musique, ça porte un message que cette émission voudrait porter avec ce chanteur, voilà, au talent, je pense, au talent qui est inné, je pense. Là, on parle de sociaux, là, je pense que son talent est inné, c'est irréfutable. On vous laisse avec cette petite musique contre quelque chose qui est atroce. La drogue, c'est mal, et on revient dans 5 minutes. Oui, je suis contre le cannabis. Oui, je suis contre le cannabis. Oui, je suis contre le cannabis. Oui, je suis contre la démagogie. Je suis contre le cannabis. Oui, je suis contre qu'on empoisonne nos petits. Oui, je suis contre toute démagogie. Oui, je suis contre le cannabis. Je suis contre le cannabis comme Bruce Meyer. Je suis contre le cannabis. Je suis contre tous les trafiquants. Oui, je suis contre toute la démagogie. Faire des chansons pour le cannabis, c'est comme faire des chansons à boire. Oui, Sinsemilla, oui, le peuple de l'herbe. Vous ne valez pas mieux que licence 4. Et moi je suis contre le cannabis. Je suis contre licence 4. Je suis contre le cannabis. Oui, je suis contre le cannabis. Nous revoilà. Ouais, bienvenue. Alors, c'était Jean-Luc Le Ténia, du coup, un chanteur manceau, célèbre. Didier Wampas, du groupe Les Wampas, avait dit que c'était le plus grand chanteur du monde à l'annonce de son décès.
Hein, alors, les moqueries, Pierre, c'est pas très sympa. Sur ce, on va enchaîner tranquillement. Donc, il y a un deuxième truc qui nous a beaucoup plu dans ton mémoire, Victor, c'est l'utilisation que tu fais d'un concept de sociologie de Howard Baker. Je sais que c'était l'occasion un peu là, dans l'émission de parler de Baker parce que c'est un des sociologues les plus importants du XXe siècle. C'est un sociologue américain qui s'est fait connaître à l'université de Chicago à partir des années 80, quelque chose comme ça, au moment justement où Chicago est le lieu d'une nouvelle sociologie américaine. Pour le dire simplement, avant les années 60, toute la sociologie américaine est très quantitative et fait des stats nationales. C'est quasiment de la statistique d'État, quoi, pour faire très très simple. Et à partir des années 60, à Chicago, apparaît une sociologie qu'on appelle interactionniste, parce qu'elle va s'intéresser aux interactions en situation des acteurs directement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je fais simple. Et Baker est une des figures de cette école-là. Et il s'est fait connaître en l'occurrence avec. Il se trouve que en fait, j'ai son bouquin Outsider, qui est sa première enquête où il va étudier le milieu du jazz et des consommateurs de cannabis dans le Chicago, justement des années 70, je sais plus quelles sont les années, peu importe. Et tu utilises en fait son concept de carrière avec, je sais pas si tu as noté le petit. Il y a quelque chose de drôle, c'est qu'en fait, lui, il parle de carrière pour parler des carrières de fumeurs de cannabis dans son œuvre. Et toi, tu vas utiliser la notion de carrière pour parler de la carrière des malades. Alors, le parallèle peut poser question. Oui, ça nécessite des explications. Voilà, ça peut être intéressant de voir pourquoi tu parles de carrière au même titre. Voilà. Alors tout simplement, c'est que la notion de carrière, faut voir ça en fait d'un point de vue du chercheur et comme outil méthodologique en fait. C'est vrai que ça peut paraître très trivial de parler de carrière des patients, d'une part parce que le terme de carrière renvoie à la question du domaine professionnel, mais justement, alors Baker l'utilise effectivement dans le fumeur de marijuana. Il y a également les autres auteurs sociologues issus de l'école de Chicago, c'est Everett Hughes qui l'utilise le premier, le concept de carrière. Mais en fait, ce qui est intéressant, et ça pour le coup, c'est à force de discussion avec mon directeur de mémoire qui est sociologue, qui m'a orienté justement vers ce type de lecture, c'est cette idée de processus, d'une part, qui tiennent compte d'une part de la question du vécu subjectif de la personne qui le vit, et également des transformations qui ont lieu dans son environnement social. C'est cette question dans cette perspective interactionniste. Et nous, ça nous semblait intéressant d'un point de vue du cancer, car précisément, les bouleversements intimes, subjectifs sont nombreux pour ces personnes, mais ça implique, enfin l'annonce d'une maladie comme le cancer, l'expérience du cancer traduit également des transformations de par notre relation avec notre famille, avec nos proches, avec le monde du travail, qu'on vient pour le coup lui mettre entre parenthèses, avec nos amis, etc. Et le dernier point qui nous semble intéressant sur le concept de carrière, c'est l'idée de séquence. C'est d'être en mesure d'identifier les différentes étapes, les différentes séquences qui viennent jalonner en fait le parcours des patients, déceler les différents enjeux identitaires et sociaux qu'impliquent ces séquences, et dans quelle mesure, pour le coup, l'APA pourrait venir se distiller avec plus de précaution et plus de lucidité. Et justement, là, pour rebondir là-dessus, alors du coup, ce dont tu parlais, tu divises la carrière du malade en deux séquences un peu principales. Et pour l'instant. Et donc, qui sont l'entrée dans la maladie et la période de traitement. Et chacune de ces séquences ont elles-mêmes des spécificités et des moments clés que tu détailles. Alors, pour l'entrée dans la maladie, il y a plusieurs moments. Il y a la période avant le diagnostic, c'est-à-dire la période où on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, mais on n'est pas encore diagnostiqué malade d'un cancer, ni rien. Donc, on est dans l'attente, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais on est déjà conscient de certains vocabulaires. Et ça, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis qu'on est conscient d'un vocabulaire. Tu as déjà entendu des choses comme, je ne sais pas comment on appelle les boules sous la peau, là. Tu le dis dans ton mémoire, excuse-moi.
Ouais, enfin non, mais pas les tumeurs, mais voilà, tu as des boules sous la peau, tu sais pas ce que c'est, si c'est une tumeur ou pas. Les Voilà, masses, t'es les exposé. modules, oui. Ouais, les masses, les modules, etc. Tu es exposé à tout un vocabulaire qui est déjà un vocabulaire médical, alors que tu n'es même pas encore diagnostiqué en tant que malade. Et après, il y a la consultation, alors ce que tu appelles la consultation d'annonce, le moment où on apprend qu'on est malade du cancer. Et ensuite, toute cette phase post-diagnostic, si vous voulez revenir peut-être un peu sur cette post-diagnostic, excusez-moi, voilà, au moment où on a appris, et là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est quand même un moment clé et le début d'une autre vie, d'une certaine manière. C'est ça. C'est-à-dire que pour la notion justement de carrière, c'était dit de retranscrire cet aspect processuel en fait de la maladie. C'est-à-dire que l'annonce de la maladie, elle tombe pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est d'autant plus là marqué récemment, là, on a encore vu avec la campagne de prévention pour le cancer du sein. C'est-à-dire que c'est très ancré actuellement dans notre mode de vie que la possibilité d'avoir un cancer est très présente. D'autant plus quand il y a des personnes dans notre entourage qui ont eu un cancer. Mais nous, effectivement, ce qui nous a semblé intéressant de faire un focus, c'est la période qui se situe donc suite à l'annonce de la maladie et au moment où les premiers traitements sont administrés. Cette période donc post-diagnostic, où de manière, alors c'est presque du bon sens, hein, mais il y a une sorte, nous on appelait ça une sorte de coagulation affective, en fait, de tous les réseaux de sociabilité qui occupent la vie quotidienne du patient. Donc la famille dans un premier lieu, évidemment, mais les amis et également la sphère professionnelle viennent se rapprocher, apporter tout le soutien aux personnes qui viennent d'apprendre la maladie. D'où le terme de coagulation affective qu'on essaie de mettre en place pour expliquer que, pour mettre en relation avec l'APA, certes, il fallait proposer de l'APA le plus tôt possible, dans un but de préhabilitation, on appelle ça, mais qu'il n'était peut-être pas pertinent de le proposer de manière collective, car généralement les séances d'APA, même si ce n'est pas le cas dans la vidéo qu'on passera tout à l'heure, la plupart des séances d'APA sont proposées de manière collective, mais il ne suffit pas de prescrire de l'APA pour que les patients adhèrent à ces pratiques. Et on peut imaginer que l'idée de pratiquer des séances d'activité physique adaptée collective alors qu'on vient de nous annoncer qu'on avait un cancer et qu'on a déjà cette coagulation, ce resserrement des relations, ça pouvait peut-être être problématique de proposer de l'APA, de manière collective en tout cas. C'est super intéressant là. Tu fais déjà le lien entre tes observations et qu'est-ce qu'on peut en faire après en tant que dans la prescription, dans la prescription de soins liés à l'APA, dans tout ça. Et ça, c'est super intéressant de déjà voir le lien entre tes recherches, l'étude, le constat, et puis comment on peut agir pour changer ce constat. Et donc, là, tu parlais donc là, on parlait de la période de l'entrée de la maladie, et ensuite il y a la période de traitement. Donc là commence la période de traitement. Alors généralement avec le cancer, donc c'est la chimiothérapie. Enfin, il peut y avoir de la chimiothérapie, et donc cette période de traitement est assez difficile d'un point de vue alors physique évidemment. La chimiothérapie c'est quelque chose qui va beaucoup impacter le corps de la personne qui est traitée, mais cet impact physique, en fait, il va aussi avoir un impact social. Dans le sens où, par exemple, tu décris quelqu'un, tu cites quelqu'un qui explique qu'il est tellement fatigué par la chimio qu'il veut même plus sortir de chez lui, il veut même pas aller faire un tour, ça sert à rien, il est trop crevé, il veut même pas aller acheter du pain ou des choses comme ça. Enfin, on se démotive pour tout parce qu'on sent énormément de fatigue, par exemple. La fatigue, ça peut être un des symptômes physiques qu'on peut avoir. Et du coup, on va se décrocher, on va plus aller voir les gens, on va plus. Et donc, ce constat-là, je le trouve super intéressant et c'est toute la période donc du coup où on va être traité, où on va y avoir certaines. Au contraire, peut-être du moment juste après le diagnostic où tout se resserre, il y a aussi des réalités qui reviennent. Donc des gens qui se sont rapprochés de nous au moment où on a eu le diagnostic, où on a été annoncé malade, etc. Il y en a certaines qui se rééloignent, il y en a certaines. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de tout ce moment-là? Bien sûr. Alors, effectivement, la période des traitements, donc tu parles de la chimiothérapie, il y a également la question de la chirurgie, la radiothérapie également. Tous ces traitements, c'est marrant parce qu'une des patientes me parlait, elle, de remède poison. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très paradoxal le cancer, c'est-à-dire qu'on est malade lorsqu'on nous traite. C'est-à-dire avant que la personne nous dise qu'on a un cancer et qu'on nous administre la chimio,
la plupart des personnes se sentent pas malades. Oui, effectivement, ils peuvent avoir une petite boule, mais c'est pas ça qui leur pose plus de problèmes que ça. En revanche, quand la chimio arrive, les rayons arrivent, la chirurgie arrive, là, les patients, ils en prennent un coup. Là, on est dans ce qu'il y a de plus dur, finalement, dans l'expérience de la maladie. Au-delà de l'annonce, c'est voilà, de pas être en mesure de pouvoir sortir de son lit tellement on est fatigué. Le fait de ne plus avoir d'activité professionnelle. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui m'expliquaient qu'elles n'avaient pas encore fait le deuil de leur activité professionnelle. Selon l'âge des personnes, c'est hyper important de garder ce lien avec la sphère du travail, les amis, les loisirs, bien sûr, le fait de sortir le soir. Bon, bah là, avec le Covid, en l'occurrence, plus personne ne peut le faire. Mais Oui, dans, oui. dans le cadre de la maladie, cette idée de perte de lien, elle est tout aussi importante en fait. Se sentir, on parle de désaffiliation, j'utilise le terme de Robert Castel là pour le coup, on vient petit à petit se réduire de la vie sociale et c'est une sorte de cercle vicieux du déconditionnement. On se sent fatigué, on vient réduire les activités quotidiennes et relationnelles, mais au fur et à mesure, on se déconditionne physiquement. C'est un cercle vicieux. Et toute cette idée de l'approche biopsychosociale, c'est de venir regrouper ces différentes dimensions. Et l'APA peut venir jouer là-dessus. C'est-à-dire que à la suite de la période post-diagnostique, où là on avait vu effectivement un resserrement de la relation, la période des traitements, c'est très courant que la sphère professionnelle, on n'a plus trop de lien avec, donc il y a certains messages qui reviennent, mais la plupart des patients me disaient que ça leur permet de faire le tri dans leur relation. Ils disent, bon, là, on voit vraiment les personnes qui sont vraiment proches de nous. Donc, pour pallier justement à ce risque de désaffiliation, ce retrait de la vie sociale et relationnelle, les activités physiques adaptées collectives, pour le coup, là, paraissent beaucoup plus pertinentes pour recréer une sorte de communauté, une sorte de lien, et avoir un créneau dans la semaine où les patients savent qu'ils vont retrouver du monde, où on sait qu'on va prendre soin d'eux. C'était hyper important pour les personnes interrogées en tout cas. Ok, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on ne ferait pas le petit quiz qu'on avait préparé comme pour sortir un petit peu du sujet et un petit peu détendre les esprits de tout le monde? Alors, comme d'habitude, on n'a pas encore de générique pour ce quiz, mais il va arriver, vous inquiétez pas. Vous voyez bien que nos génériques demandent énormément de travail, voilà, de montage, etc. Vous l'avez bien vu avec le générique de début. Donc, on fait ça au fur et à mesure, bien évidemment. C'est l'heure donc du quiz inéquitable. Le quiz inéquitable, vous connaissez. Des questions que je vais poser aujourd'hui du coup à Victor et à Tony qui vont s'affronter autour de 5 ou 6 questions, 7 questions il me semble que j'ai. On compte les points. En fait, on compte les points comme on veut. Et c'est là où ça devient très drôle et très amusant et surtout inéquitable. Alors, quand tu dis comme on veut, je suis dans le 11 cette fois-ci ou pas? Non, c'est Thierry et moi. Thierry qui va noter, donc aura le dernier mot, et moi qui peux décider de tout à tout moment. C'est de la rapidité? Non, je vais vous poser une question chacun, et après, vous allez voir, je vais vous préciser. Pour l'instant, c'est une question chacun. Je vais commencer par... alors, la thématique aujourd'hui est un énorme clin d'œil, bien sûr, et la première blague de ce quiz, bien sûr. Nous allons traiter de l'astrologie. C'est astrologie, lol, et voilà, on rigole déjà, et voilà. Victor est déjà plié, j'en suis très heureux, merci beaucoup. C'est parti, donc première question, et Victor, elle s'adresse à toi. La déclaration suivante que je vous dirai être de l'Association française pour l'information scientifique est-elle vraie ou fausse? Est-ce que, Victor, tu penses que la déclaration suivante est vraie ou fausse? Je cite. Sur un plan scientifique, la validité de l'astrologie a été largement mise à l'épreuve et est définitivement rejetée. Pour autant, toutes les nombreuses expériences déjà réalisées, toutes comme celles à venir, ne suffiront pas à convaincre les astrologues ou ceux qui croient en leurs prédictions. Là où les scientifiques s'intéressent aux faits, les astrologues évaluent la satisfaction de leurs clients et pour les plus cyniques, leur chiffre d'affaires et la fréquentation de leur cabinet. Est-ce que c'est une phrase qui a pu être dite par l'Association française pour l'information scientifique, à ton avis, Victor? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est violent, mais c'est ultra violent et ultra scientiste, mais c'est totalement vrai. Ouais. C'est ultra vrai. Ils étaient vénères. Donc, ça a fait... Alors, c'est une longue question, je pense qu'on peut mettre pas mal de points. Attends, je vais compter le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 lignes sur ma question, sur mon document, donc tu peux mettre 8 points pour Victor, s'il te plaît. Ah, il avait mis racine de 2.
Racine de 2, non mais ça sera 8 s'il te plaît. Racine de 8, on va tout compter en racines aujourd'hui Ok. et ça sera beaucoup plus simple. Alors, question beaucoup plus courte, mais qui vaudra peut-être tout autant de points, on ne sait pas encore. Tony, c'est à toi. Quel est le signe, alors à quoi on se réfère quand quand on veut parler de ce qui représente notre émotion dans l'astrologie? Notre émotion, un signe. À quoi on se réfère en fait? À quoi on se réfère quand on parle de nos émotions? Je comprends même pas la question. Moi non plus. Ah, pour te donner un exemple, Je suis pas content d'avoir cette question. quand on se réfère au soleil, notre signe lié au soleil, Ouais. ça représente le but qu'on va avoir dans notre vie. Ok. Donc, Et donc, il y a qu'est-ce qui un pourrait astre représenter ou un- nos émotions dans ce cadre-là? Moi, je vais dire la lune. Et bien sûr, c'est la Lune, je te l'ai quasiment donné celle-là. Et c'est la Lune qui représente nos émotions, en effet. Ok. Et donc voilà, le soleil représente le but qu'on peut avoir dans notre vie. Voilà, c'est des informations que je suis allé voir sur astrologie.com. C'est fact-checké. Ça a été fact-checké et refact-checké, bien évidemment. Cette troisième question, vous allez pouvoir répondre à tour de rôle. Ah oui, Ok. excuse-moi, le nombre de points. Qu'est-ce que tu mets en nombre de points? Pi? 2 fois pi, ok, ça me va. 2 fois pi pour le nombre de points, c'est très compliqué le comptage de points aujourd'hui. On va avoir un décompte assez long, ça peut prendre du temps. Peut-être qu'on aura les résultats que dans 2-3 jours, on ne sait pas encore. Troisième question donc. Vous allez devoir citer un par un les 12 signes du zodiaque occidental et tour à tour. Donc Victor, on commence par toi et après c'est à Tony. Et voilà, le premier qui en a plus a perdu. Victor, je te laisse commencer. Taureau. Ok. Scorpion. Yes. Gémeaux. Vierge. Yes. Cancer. Et Ouais. Cancer. Évidemment. Capricorne. Capricorne. Bélier. J'avais celui-là dans la tête. Bélier. Poisson. Poisson, il fallait le chercher celui-là. Lion. Ouais. Lion, en effet. Gémeaux. Déjà dit. Ah, Gémeaux, ça a déjà été dit. Déjà Dommage, dit c'est perdu. Désolé. Et Ah voilà, merde. c'est perdu. Putain. Ah, il en restait encore 3. Est-ce que Victor, tu pourrais nous citer les 3 qui restent? Verseau. Ouais. Capricorne. Non, Ah, j'ai Capricorne, dit. il a déjà été dit aussi. Ouais. Ouais. Déjà dit. C'était Sagittaire et Balance, les 2 derniers. Balance. Ah oui. Ah, J'ai bah, bien non, joué, c'est- vous m'avez impressionné. Moi, je suis pas sûr que j'aurais tenu aussi longtemps. Vous avez vraiment géré. Mais bon, Victor gagne. Et du coup, c'est 12 points pour Victor. Alors, tu nous le racines, tu fais ce que tu veux, mais tu nous utilises 12 là-dedans, s'il te plaît, Thierry, à la technique, s'il te plaît. Bien joué à toi, Victor. Tu passes devant. Alors, du coup, j'ai plus les commentaires à ski. Et le Pierre, on le compte en racines. Jean-Michel Troll, merci pour ces magnifiques blagues. Toujours apprécié. Alors, 4e question, et donc du coup, je m'adresse à toi, Victor. À 10 près, combien d'astronomes contemporains professionnels défendent l'astrologie? Euh... 34. En fait, j'en ai aucune idée, mais alors la personne qui a préparé les questions Titouan a mis 0. Parce que lui, il suppose que des gens, les astronomes, considèrent que l'astrologie, c'est 0. Mais moi, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui font les deux. Donc, je vais quand même t'accorder le point. On va dire qu'il y en a une trentaine dans le monde, qu'il y a quand même beaucoup d'astronomes dans le monde. Donc, peut-être que tu as raison. Donc, ça fait 30 points pour Victor, s'il te plaît, Néon. Et évidemment, tout ça, il n'y a aucune fake news, il n'y a rien. Nous sommes, bien sûr, tout ça a été fact-checké, tout ça a été vérifié plusieurs reprises par notre équipe qui travaille là-dessus, équipe de stagiaires, bien sûr. On ne va pas non plus payer les fact-checkers. Mais voilà. À toi, Tony, question suivante. Quel célèbre sociologue au compte Twitter hilarant, ça c'est Titouan qui le dit, moi je suis pas d'accord, a rédigé 3 ouvrages d'analyse sociologique de l'astrologie entre 71 et 82? Alors, il y a un sociologue qui rédige des trucs dans les années 70 et qui a un compte Twitter. Je trouve que déjà rien que ça me paraît improbable. Bah, il a un compte Twitter, ouais. Putain, mais moi j'ai pas Twitter, moi je suis né en 90, Pierre, je suis sur Facebook. Ouais, bah écoute, il faut trouver là. Qui voilà, mais un sociologue. Maffezoli. Non.
On Bon, m'a bah, dit sociologue. ouais, bah, il se prétend, enfin, il a un doctorat de sociologie. Il est français? Ouais. Victor, vas-y, tu tentes le coup? Si t'as une idée, vas-y, hein. Il est encore vivant? Ou pas? Il me semble, ouais. Je sais même pas en vrai. Ouais, c'est toujours trop de mal à savoir si les gens sont morts ou il est vieux. S'il est vivant, il est très vieux, voilà. Putain, on va se foutre de ma gueule. Ouais, Non, pas encore. ouais, c'est Edgar Morin, il est pas dans ce genre-là. Si, Edgar Morin, c'est lui. Il est vivant encore, Ah Edgar ouais. Morin, on est d'accord. Et bah voilà. Oui, bah oui Edgar qu'il est Morin, vivant. encore vivant, Oui, ça, oui. Et il a même, Et je bah crois voilà, qu'il a c'était Edgar Morin, bien 98 joué, piges. Tony. Et Mais du je coup, pensais ça pas fait qu'il était comme ça. Ok. les années 80, donc 80 points pour Tony, s'il te plaît. Et donc, on arrive vers la dernière question, les dernières questions. Bah, Victor, tu auras une dernière question, donc ça te donne un petit avantage, mais en même temps, Tony est devant. Vas-y, ouais. Quel pourcentage des adultes d'Angleterre, Canada et USA, selon une large étude statistique, croient à l'astrologie, à ton avis? 30%? Enfin, 30? Ouais. Non, c'est 10%. Mais bon, Ah, c'est apparemment, tout. les stats sont claqués et on ne sait Ah, pas parce du qu'il tout si c'est vrai. il y a Mais les, c'est il y a une les États-Unis étude. quand même. Il y a Ouais, les Ah, États-Unis peut-être. quand même, donc quand même des Ouais, gens mais qui ils croient croient à que la Terre tellement est de plate trucs qu'ils ont là-bas. peut-être pas le temps pour l'astrologie, en vrai. Oui, c'est vrai. ok. C'est ça aussi, hein. Faut réfléchir. Argument valable. Argument valable. Je vois, Bon, alors, je est-ce vois qu'on bien peut un faire un compte platiste sur les points? t'expliquer que l'astrologie, c'est pas sérieux. Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc 80, 30, 120, je pense que c'est Victor qui a largement gagné ce quiz. Bon, C'est bah vraiment Tony, pas je suis équitable. désolé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé tous les deux à ce quiz. Petit moment de détente. Maintenant, ce qu'on va faire, si la technique peut le faire, Thierry, s'il te plaît, est-ce qu'on peut nous se faire une petite pause et vous allez regarder une petite vidéo qui présente l'APA dans un hôpital. Et c'est un hôpital où déjà Bon, c'est Paris, précis c'est dans la Paris, vidéo, je on en crois. parle. C'est à Paris. L'APH, une APHP, un APHP, on verra. À tout de suite. Thierry, tu me lances la vidéo, s'il te plaît. Thierry? Ah. Quand un patient a un diagnostic de leucémie aiguë, qui est un cancer du sang, du jour au lendemain, ces gens se retrouvent 4 à 6 semaines dans cette chambre. Et donc ça, c'est une première hospitalisation. Et puis après, il y a une pause de quelques semaines et ils reviennent 2 à 3 fois comme ça, à chaque fois 1 mois hospitalisé dans une chambre. Donc, ce qui effectivement amène le patient à rester et à pas du tout avoir d'activité physique, à perdre du muscle et aussi avoir de plus en plus de difficultés à supporter les différents traitements qu'ils doivent recevoir pour être traités et guéris. Si on ne fait pas d'activité physique, on va perdre du muscle et donc effectivement aussi on va avoir moins faim et il y a tout un cercle vicieux qui se met en place et on a moins d'énergie, moins de résistance pour continuer les traitements et aussi pour être aussi plus fatigué. Le but c'est que dès que le patient arrive dans la maladie, on va dire, s'il n'a pas de contre-indication particulière, on va dire lui il peut rentrer dans le programme CAMI et on le note dans notre prescription. Et notre rôle, donc, c'est de proposer une thérapie sportive afin de garder le muscle, ou du moins de limiter la perte du muscle. L'idéal, c'est de voir au minimum 2 fois par semaine le patient. Et dans le meilleur des cas, quand on peut, on le fait un peu plus. Le temps des séances sont différents. Donc, en fait, quand on rentre dans une chambre, on ne sait pas trop. Moi, je trouve Des patients, s'ils ont l'habitude déjà de faire du sport, si c'est complètement nouveau, selon leur douleur, selon leur fatigue, selon leur traitement, mais aussi de l'humain. Voilà, de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire de la boxe. J'avais un patient qui avait ramené son ballon. On amène des petits élastiques. Donc, on va essayer de se baser, on va dire, sur des sports connus, hein, la boxe, des choses comme ça, pour adapter. Très bien, tu accompagnes encore. Va chercher de chaque côté de tes oreilles. Et là, tu viens souffler. Comme si tu voulais pousser le vent, l'air, hop, vers le sol. On fait des étirements, des renforcements musculaires. Non, c'est pas dur. C'est adapté à chaque cas, donc c'est pas... Moi, je trouve pas ça dur.
l'intérêt de faire de l'activité physique sur le plan du corps, c'est de pouvoir garder sa force pour faire les traitements et puis aussi pour rentrer chez soi dans de bonnes conditions. Et il y a aussi toute une prise en charge, tout un côté psychologique qui est très important pour que le patient qui se retrouve à être régulièrement examiné, déshabillé, se réapproprie son corps et soit plus actif dans son traitement. Il y a aussi une amélioration sur leur vie quotidienne. Alors je m'entends dans par exemple leur autonomie de prendre je sais pas, leur repas en position assise, de faire leur toilette en autonomie. Voilà, ce sont des petites choses qui nous, non malades, nous paraissent complètement anodines. Mais pour eux, c'est juste exceptionnel de pouvoir se laver tout seul, de pouvoir mettre une chaussette sans demander à une aide-soignante. Pour moi, ça change tout parce que quand j'ai été sortie la première fois, on a des douleurs aux jambes. Parce ici, on a des petites jambes, donc on perd forcément du muscle. J'arrive mieux à marcher. Je me déplace mieux, quoi. Tu laisses bien tes 2 pieds au sol, hein. D'accord, c'est tes appuis ici qui vont venir t'aider. Très bien. Voilà, tends et ramène tes orteils vers toi. Oui. Tu reviens monter ton genou et tu viens reposer au sol. Et tu repars à gauche. Très bien. On vient tendre, on ramène, on vient ramener et on vient reposer. Et à chaque fois, j'attends justement le jour, l'heure et tout pour pouvoir le faire. Déjà, ça fait une visite. Et puis, le sport, ça fait du bien quand même au moral et tout ça. Quand on a un cancer, c'est quand même important le moral. Donc, ça joue aussi beaucoup sur le moral. Et voilà, on est de retour en live. Alors, bon, elle est vraiment cool cette vidéo de Science à venir. Juste un petit point pour ceux qui sont en radio, parce que l'émission est susceptible d'être rediffusée en radio. On va faire une pause ici pour des questions de planning de radio. Mais si ça vous intéresse, on va continuer. On va faire une troisième mi-temps de 15-20 minutes. Ça sera dispo sur Internet comment on dit déjà, en podcast, voilà. En vidéo, voilà. Voilà, sur Zinz. À la demande. Voilà. Donc cette vidéo, pour vous reprendre, Victor, ce qu'on disait et qui est vraiment intéressant pour moi dans cette vidéo, c'est le témoignage de la personne, et ça correspond en fait à ce que toi tu as observé. Il y a des régularités quoi dans les discours. C'est ça en fait le sujet de ton mémoire, quoi. Ouais. Et comme je te disais, quand elle parle l'un des premiers arguments qu'elle donne, c'est d'une part, ça te permet de retrouver une autonomie. Donc ça, c'est toute la dimension corporelle qui est évidemment centrale malgré tout dans la question des activités physiques. D'autant plus que s'il y a la fatigue qui vient se rajouter, qui vient limiter les déplacements au quotidien. Et tout de suite après, elle explique que ça lui fait de la visite. C'est-à-dire qu'il y a pour combler cet isolement moral, le fait de pratiquer de l'activité physique avec quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, je pense que c'est une infirmière, je sais plus. Ça lui fait de la morale, ça lui fait de la visite, ça lui permet de parler, ça lui permet de penser un petit peu à autre chose. Et c'est assez récurrent, pour le coup, dans le discours des patients, notamment pour les personnes qui faisaient de la part en collectif. Le fait de retrouver du monde, le fait de pouvoir parler avec des gens qui comprennent clairement ce qu'on est en train de vivre, parce qu'ils ne peuvent pas en parler spécifiquement avec leur entourage, qui certes, leur entourage dit oui, je comprends. Mais la plupart des patients me disent mais non, ils comprennent pas ce qu'on est en train de vivre, ils savent pas ce que le terme fatigue implique quand on a les traitements. Les personnes qui sont dans la même situation que moi, eux comprennent ce que je suis en train de vivre, et ça apaise moralement et socialement le fait de pouvoir partager leur expérience avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment
C'est ce que j'ai trouvé de plus. C'est vraiment ce que j'ai appris quoi, dans ton mémoire. Et comme tu disais plus tôt, ben, qui est d'autant plus important que le cancer est quand même aujourd'hui quelque chose de tellement répandu. C'est des Ce savoirs que tu précises au début, c'est pas la première cause de mortalité En France, ouais. en France, ouais, c'est ça, c'est ce que tu précises au début. Ouais. Ouais. Euh, Oui, bah, alors juste- après, Ouais, vas-y. pardon, je veux juste dire, c'est que les données épidémiologiques, pour le coup, elles sont assez, on va dire, encourageantes en termes de taux de survie. C'est-à-dire que le taux de survie à 5 ans est bien plus élevé qu'il y a encore 10-15 ans, de par justement les progrès thérapeutiques qui ont été mis en place. Mais les différentes enquêtes qualitatives, pour le tout, qui ont été menées par l'Institut national du cancer, ils montrent bien qu'il y a tout un aspect, pour le coup, psychologique et social qui nécessite des améliorations, pour le coup, et notamment dans le cadre de la réinsertion professionnelle, qui est un sujet qui est hyper important dans le cadre du projet de thèse là, que je vais mener, c'est la question de la rémission. Parce que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai précisé, il y a seulement 2 séquences pour l'instant, parce que je n'ai pas encore interrogé de gens qui étaient en rémission et qui, eux, sont confrontés à d'autres soucis, malgré le fait que leur médecin leur a dit qu'ils étaient guéris, mais en l'occurrence, les séquelles persistent et le retour à la vie normale n'est pas si facile que ça, pour le coup. Et donc, on va essayer de voir justement comment l'APA peut venir ou pas s'insérer dans cette séquence de la rémission. Cool. Ok, et justement, bah alors, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, et ça, c'est quelque chose qu'on s'était dit un petit peu pendant qu'on préparait cette émission, tu m'avais précisé qu'en fait, l'utilisation de. Ah, on a perdu. Bon, du coup, on a changé de place. Énorme. Ce que tu me disais, c'est que. Tony, remets ta cam peut-être. Tony, t'es là ou pas? Et moi, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est bon, Thierry. Merci Thierry, il a voulu. Nickel. Ouais, ce que je Désolé. disais, c'est que ce que tu m'expliquais, c'est qu'en fait, l'APA et donc la prescription d'un suivi sportif, etc., pour les malades atteints d'un cancer, c'est quelque chose qui est assez récent au final. C'est très très récent. Les soins de support oncologique sont reconnus depuis 2015 ou 2016 comme faisant partie intégrante du parcours de soins. Mais, et là, pour le coup, c'est vraiment l'objectif à long terme de mon travail, c'est d'anticiper une prescription qui soit un petit peu systématique, à savoir ne pas voir finalement l'activité physique comme une fin en soi, qu'on peut prescrire peu importe comment, mais répondre à cette question de la carrière, pour le coup. Selon le moment où les patients sont, l'APA ne doit pas être prescrit de la même manière. En tout cas, c'est ce que pour l'instant on est en train de voir. Et donc c'est quelque chose qui est en évolution. Et justement, alors là, tu as peut-être l'occasion de parler aussi du labo dans lequel tu es, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles tu n'es pas le seul à travailler. Tu fais partie de toute une petite sphère de recherche sur le développement de l'APA. Alors pour le cancer, dans ton sujet, mais de manière générale pour l'accompagnement à toutes les maladies, comme tu disais, qui réduisent en tout cas l'autonomie de la personne. Est-ce que tu voudrais dire un mot dessus, ou en tout cas sur l'avancée de ce groupe de recherche-là? Alors, pour le coup, moi, je fais partie du laboratoire CREN, Centre de recherche et d'éducation de Nantes, parce que, comme on l'a vu, mon travail est très aspect sciences humaines. Et l'axe précis dans lequel je travaille, c'est qualité de vie et parcours biographique, pour le coup. C'est ça l'axe de recherche. Donc, je suis un peu, en fait, un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que mon point de départ, ça reste l'activité physique adaptée. Je suis enseignant APA, c'est mon métier. J'ai eu mon diplôme pour être sur le terrain et accompagner les personnes. Mais j'ai cette envie, en tout cas, d'y mêler les sciences humaines et sociales, ce qui fait que je me retrouve dans un labo qui me permet un petit peu de faire les deux, mais avec lesquels, pour le coup, il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent sur la question de l'activité physique adaptée, en fait. Okay. En tout cas, dans mon laboratoire. Oui, dans ton labo à toi. Ok, d'accord. Ok, ça permet de mieux comprendre aussi la place que tu as. Ok, d'accord. Très bien. Mais pour une petite précision, une des enseignantes, des titulaires là, qui vient d'arriver, elle a travaillé, elle, pour le coup, sur le parcours biographique des personnes séropositives et homosexuelles, en fait. Okay. C'est cette idée aussi de prise en charge, finalement, malgré tout, des personnes dites vulnérables, et la question des parcours biographiques et des qualités de vie, en fait. C'est pour ça que je m'inscris en fait, pleinement dans ce secteur-là. Ok. Et ben c'est
conclure l'émission doucement mais sûrement. Tony, toi, tu voulais ouvrir un petit peu sur notamment des choses que tu avais écoutées via une émission qui était sur France Culture où il y avait deux sociologues qui étaient venus discuter de la question du cancer. Alors là, pour le coup, on va sortir un peu du traitement APA, etc., dont c'est le sujet de l'émission, mais juste pour ouvrir un peu plus généralement sur le cancer. Et est-ce que tu peux nous en dire un ou deux mots, Tony, et puis on essaye d'en discuter pour finir. Ouais. En fait, il y a, j'étais surpris, surpris et de manière intéressée. Il y a un livre qui s'appelle Sociologie du cancer, qui est sorti en 2016, publié par Zoé Rollin et Benjamin Derbez, à la collection Repères. Donc c'est des petits livres qui synthétisent un peu le savoir sur un sujet, quoi. Donc c'est Zoé Rollin qui est invitée dans une émission de France Culture, dont le propos, pour le résumer très, très grossièrement, est de rejeter un peu l'opposition qu'on fait classiquement sur la question de pourquoi on a un cancer, qui est toujours une question que les malades sont amenés à se poser et que les proches de malades, pourquoi ça tombe sur moi. Il y a souvent cette idée que il y a des actes personnels, individuels, qui sont la cause du problème. Typiquement, le fait de fumer, c'est un facteur de maladie, et ça, statistiquement, c'est un peu avéré, quoi. Et en face, le discours qui est souvent opposé, c'est en fait ça tombe un peu sans qu'on sache pourquoi, c'est le hasard, il y a toute une rhétorique là-dessus qui est développée. Et en fait, ce que Zoé Rollin explique, c'est qu'en fait, entre les deux, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de cerner les causes environnementales des personnes qui sont ni de l'ordre de l'action individuelle, type fumer, voilà, ni de l'ordre du hasard. Et par exemple, typiquement, l'activité professionnelle, il y a des professions où on sait qu'on est en contact avec des agents cancérogènes, par exemple les gens qui ont travaillé avec de l'amiante. Donc voilà, c'est ni de l'action individuelle sur laquelle on a la main, sur laquelle on est vraiment responsable, très entre guillemets, hein, ni de l'autre côté, la faute à pas de chance. Voilà, donc pour synthétiser son propos. Et donc toi, tu t'en parles pas du tout de cet aspect-là dans ton mémoire. Alors ça s'explique entre autres par le fait que tu as la contrainte d'écrire sur le format article, donc il y a déjà pas beaucoup de place. Mais j'étais curieux de savoir un peu, j'imagine que tu t'es un petit peu posé la question de cette question de santé publique, si tu avais envie de la traiter, pourquoi tu la traitais pas, etc. Et aussi pour préciser, excuse-moi, et le rapport, par exemple, est-ce que les personnes dans leur entretien te parlaient de leur rapport à cette maladie, de comment ils l'ont eu, etc. Est-ce que tu avais des choses, des questionnements là-dessus de la part des patients dans tes entretiens? On parlait tout à l'heure de drame biographique, drame identitaire. L'annonce de la maladie, ça implique ça, c'est-à-dire qu'est-ce que dans ma vie j'ai fait qui m'a amené jusqu'ici. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe? Et chaque personne a besoin de rationaliser, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà on peut pas déterminer précisément la cause du cancer. On peut pas le déterminer. Il y a tellement de facteurs, pour le coup, que ce soit génétiques, environnementaux, psychologiques. Il y a tout un tas de facteurs qui viennent expliquer. Mais les patients ont besoin de se raconter. Enfin, on se raconte une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se dire oui, non, mais c'est parce que j'étais trop stressé. Au travail, j'étais trop stressé. Je pense que la maladie s'est ressortie. Une personne qui me disait que pour elle, c'était évident qu'elle allait avoir un cancer au vu de ce qu'elle avait traversé dans sa vie. Et que paradoxalement, c'est parce qu'elle a eu le cancer, qu'elle a eu les traitements, que maintenant, elle va pouvoir vraiment aller de l'avant dans sa vie. Ça peut paraître très, très bizarre, hein, mais chacun a un rapport à la maladie qui dépend de son histoire, en fait. Et toute la question du travail biographique, du travail identitaire, c'est justement de trouver un équilibre, de s'insérer dans un parcours de vie avec lequel on croit et qui nous semble cohérent, en fait. Ok, trop bien. C'est vrai que je ne voyais pas ça forcément comme ça. Super intéressant. Est-ce que, Tony, tu avais une autre question, hein? Non, non, du coup... C'était cool. Est-ce que, Victor, tu voulais ajouter des choses, peut-être, des choses que tu voulais dire qu'on n'a pas forcément évoquées là? Écoutez, non, je pense qu'on a parlé de plein de choses. Simplement, pour le coup, le livre
Zoé Rollin et je sais plus son prénom, mais Terbez, effectivement, c'est un des premiers livres que j'ai lu en fait quand je me suis intéressé à cette question-là. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'évolution en fait du cancer en tant que phénomène de santé publique, tout ce que ça implique d'un point de vue sociétal, en fait, le rapport qu'on entretient justement à l'égard de cette maladie, à l'égard des patients, qui reste quand même une maladie qui est très marquée. Hein. Le fait d'avoir les traitements de la chimiothérapie qui font tomber la perte des cheveux, c'est un autre ressort aussi de l'image qu'on entretient à l'égard des malades, quoi, qui était très très souvent associé directement à la mort. C'est-à-dire qu'il y a encore 15, 20, 30 ans, quand on annonçait à une personne qu'elle avait un cancer, la mort était très proche. Aujourd'hui, ça évolue complètement. Et on le voit d'autant plus avec les campagnes de prévention qui se multiplient, où on essaye, pour le coup, d'anticiper finalement cette maladie. Ok, très bien. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, merci beaucoup Victor d'être venu, d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir expliqué tout ça. Je pense qu'on a appris plein de choses. Je pense que les gens qui nous ont suivis ont appris aussi. En tout cas, j'espère ont appris des choses. Merci de nous avoir suivis. Je crois qu'on a eu un pic de viewers à 16, ce qui est actuellement notre record. Et donc, on en est très heureux. Ça avance. C'était notre deuxième émission sur Twitch, donc ça monte. Mais en tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne avec la petite... Comment on follow? On dit... C'est ça, là, avec le petit cœur là, pour montrer que vous nous suivez, et comme ça vous avez les infos si on restream et tout. En tout cas, c'était super cool de faire cette émission un petit peu bizarre parce qu'on n'était pas en plateau et c'est pas forcément facile de se parler quand on n'est pas en plateau. Mais bon, je trouve que ça s'est quand même plutôt pas trop mal passé. Ouais, merci à Thierry du coup aussi pour merci la technique, à Thierry, ouais. Puisque... Merci à Thierry qui a assuré à la technique, etc. Comme je le disais en début d'émission, on va essayer de faire une émission tous les dimanches à 15h pendant le confinement. Donc dimanche prochain, 15h, un nouveau sujet, une nouvelle émission. On n'a pas encore le sujet. On a le sujet de dans 2 semaines, figurez-vous, qui sera sur les films de Miyazaki et une étude assez particulière sur le genre des films dans le film de Miyazaki. Et la semaine prochaine, on n'aura pas encore notre sujet tout à fait défini, mais on vous teasera ça sur les réseaux sociaux, comme on sait si bien faire la communication. Il y a une page Facebook Mémoire d'éléphant, n'hésitez pas si vous voulez. Ouais, sur Facebook, on a une page, et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, merci à vous deux d'avoir fait toute l'émission avec moi, c'était trop cool, j'ai kiffé. Et puis, Victor, bonne continuation et bonne thèse, surtout bon courage pour faire ta thèse, c'est un long périple que ce travail de thèse. Au plaisir de se voir en vrai, peut-être. Ouais, on fera un grand verre, peut-être, mémoire d'éléphant, on ira boire un coup, on vous invitera tous à la fin, quand on pourra enfin se revoir et que toute cette période d'épidémie sera finie. Voilà. Allez. On rend l'antenne. Thierry, je te laisse rendre l'antenne. Merci à tous. Et puis à dimanche prochain, 15h. I'm Donald Trump, and I approve this message.